Mais il y a aussi des choses qui sont plus profondes. Je crois que le besoin de se rencontrer, le besoin de voyager, le besoin de partager, il ne va pas disparaître. Bonjour Fabrice, comment tu vas en cette période de confinement? Bonjour Vangelis. Écoute, c'est un moment un peu particulier à vivre, mais je vais bien et on regarde ça en prenant les choses par le côté positif et avec enthousiasme. J'avais envie qu'on discute dans ce moment particulier de qu'est-ce qui était un peu ta vision, vue par le prisme de BNB et puis aussi l'expérience que tu as au niveau de l'ensemble du secteur. Comment ça s'est passé déjà, dans un premier temps, l'atterrissage, ce posage d'avion avec le moins de dégâts possible pour vous? Ça a été à la fois très dur psychologiquement, parce que bien entendu, le but d'un hôtelier, c'est pas de cesser d'accueillir des gens, de cesser de faire des petits déjeuners et d'avoir des hôtels vides. Et je crois que pour tout le monde, ça a été une grande douleur. Ça a été ensuite quelque chose de compliqué, parce qu'on s'est retrouvé à faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Personne n'a jamais eu à faire ce que notre génération, et pas uniquement BNB bien sûr, est en train de faire, c'est-à-dire de replier une industrie pour ensuite la redéployer. C'était jamais fait. Pas de cas de fermeture comme ça, intégrale des hôtels à ce niveau-là, quoi. Je manque un peu de recul peut-être, mais de mon vivant en tout cas, c'est absolument nouveau, avec des problèmes concrets. Par exemple, un hôtel, c'est pas fait pour être fermé. Ça n'a pas de rideau de fer qu'on peut tirer le vendredi soir et rouvrir le lundi. Donc ça a été très compliqué. Et puis après, comme toujours, du négatif et du positif, ça a été un travail de groupe et d'équipe absolument extraordinaire, avec une volonté, un engagement, un dévouement des équipes qui a été absolument sublime. C'est vrai que c'est un peu révélateur des crises qu'on se rend compte du niveau d'implication et un peu de la solidarité qu'on a à l'intérieur du réseau. Et ça, chez vous, vous avez pu constater que en fait, c'était pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. Je pense que d'abord, c'est propre à l'ensemble de la profession. Enfin, on n'est pas hôtelier par hasard. On est hôtelier parce qu'on a naturellement des valeurs d'accueil, de solidarité, de convivialité, de relations humaines qui sont fortes. C'est vrai aussi chez BNB. Puis j'espère qu'il y a peut-être en plus quelque chose de plus fort chez BNB. On a un attachement à notre valeur, à notre marque, à notre histoire qui est très très fort. Et ça a donné des résultats absolument admirables. C'est-à-dire que la manière dont tout le monde est allé avec courage fermer des hôtels dans certains cas, les réduire dans d'autres, communiquer auprès des clients, les raccompagner, les aider à vivre leur crise, puis ensuite ouvrir les hôtels aux hôpitaux, aux personnels soignants, aux forces de l'ordre, aux sans-abri, aux associations. Tout ça a été admirable, ça a été fait avec le même élan partout en Europe, sans faire de bruit, avec courage, avec implication. Et je veux dire qu'assez régulièrement, je me suis retourné en regardant ça en me disant « mais quelle chance j'ai de travailler avec des gens pareils ». Justement, toi qui as une vision un peu pan-européenne de l'hôtellerie, est-ce que tu peux partager un peu avec nous, est-ce qu'on a différentes situations entre l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France? Oui, il y a plusieurs... alors, il y a deux grands axes. D'abord, il y a un axe de temps, c'est-à-dire que, bien évidemment, ça a commencé en Italie. Quand ça a commencé en Italie, vu de notre prisme français, on lisait dans les médias français des choses comme « c'est l'Italie, ils sont un peu différents, c'est des latins, nous on est organisés, ne les croyez pas ». Et on avait nos collègues italiens, dont on sait qu'ils sont largement aussi sérieux et efficaces que nous disant « vous avez rien compris les Français, peut-être que la Sicile c'est un peu particulier, mais la Lombardie, qui est le cœur de la crise en Italie aujourd'hui, c'est un endroit qui est aussi développé que la France et que le nord de la France. Et ce qui nous arrive, vous arrivera ». Donc on a eu ce premier message. Ensuite, c'est arrivé en Espagne. Les Espagnols, au début, eux aussi, regardaient l'Italie avec un peu de circonspection en se disant « c'est nos copains italiens, ils sont différents ». Et puis, du jour au lendemain, ça a basculé à Madrid et au Pays Basque. Et ils ont pris aussi le pli. Et puis ensuite, la France et l'Allemagne ont suivi. Donc, il y a d'abord eu ce rapport de temps, avec toujours un peu d'incrédulité sur le thème « ce qui arrive à nos voisins ne nous arrivera pas ». Ce qui n'était pas vrai, et on le sait maintenant. Et puis après, aujourd'hui, on est tous atteints de la même manière, avec deux petites nuances. La première, c'est l'Espagne, où le gouvernement a pris une décision arbitraire, qui consiste à dire que les hôtels doivent être fermés. Donc, quand ailleurs, on ferme les hôtels au cas par cas, en Espagne, la règle, c'est tout doit être fermé. Parce que beaucoup en France, entre guillemets, on est un peu libre de fermer. En France, on est absolument libre d'ouvrir nos établissements. Après, garder ouvert un établissement à Disneyland Paris, pour prendre un exemple évident, c'est un non-sens.
Et dans plein d'endroits, malheureusement, on a dû enfermer. Mais la liberté d'exploiter est respectée. C'est plus le cas en Espagne. Le cas allemand est aussi un peu intéressant parce qu'il n'y a pas de confinement, il y a une distanciation sociale qui a été mise en place, pas un confinement strict comme on peut l'avoir en Italie, Espagne ou en France. Est-ce que tu sens un peu d'activité dans les hôtels en Allemagne par rapport à la France? Ça a des effets concrets. Donc, en gros, en Allemagne, le raisonnement a été de dire tout est autorisé sauf ce qui est dangereux. Alors qu'en France, on a dit tout est interdit sauf ce qui est indispensable, ce qui est un peu différent. Et à la fin, ça donne des cas concrets. C'est-à-dire que ce matin, moi, je faisais une conférence avec l'ensemble de mes équipes. Le seul représentant de BNB qui était physiquement dans son bureau, c'était l'allemand. Alors, le français aussi, pour d'autres raisons, mais globalement, en Allemagne, il y a encore des gens qui vont au bureau chez nous et qui travaillent en équipe. C'est plus trop le cas ailleurs. Et puis, le deuxième impact concret, c'est que les chiffres d'occupation sont bien sûr faméliques en Allemagne comme ailleurs, mais ils sont quand même 2 fois supérieurs à ceux qu'on a en France, en Italie. Donc ça permet d'avoir un petit tapis d'activité. Est-ce que ça reste rentable malgré tout d'avoir des hôtels ouverts dans ce contexte-là? Non, ça évite le côté fermer le rideau qui est assez compliqué dans les hôtels. La rentabilité, je crois que c'est plus le sujet là. C'est-à-dire que si on est dans un métier où il y a quand même des coûts fixes et les seuils de coûts fixes, ils se situent autour de peut-être 40-50% de TO. On en est très loin, donc on n'est plus du tout dans ce débat-là. En revanche, d'abord, c'est plus simple de garder un hôtel ouvert que de le fermer, parce qu'un hôtel, c'est pas fait pour être fermé. Puis ensuite, je crois que nos équipes, dans leur grande majorité, préfèrent nettement se lever le matin pour accueillir quelques clients, plutôt que de rester chez elles et attendre que rien ne se passe. C'est psychologiquement et humainement beaucoup plus satisfaisant. Donc toi qui as vu un peu ce panorama, en ce qui concerne les accompagnements des États, ce qu'a pu faire l'Allemagne pour son secteur hôtelier, ou la France, ou l'Espagne, ou l'Italie, tu as des points de comparaison? Est-ce qu'il y a eu des réactions ou des mesures qui ont été mises en place spécifiques pour les hôteliers? Globalement, il me semble que tous les pays ont, à leur manière, avec leur délai, réagi de la même manière. C'est-à-dire qu'à peu près partout, on a vu se mettre en place, très vite en France, parfois un peu plus lentement ailleurs, des régimes de chômage partiel. Ça, aujourd'hui, c'est la norme. Il diffère un petit peu d'un pays à l'autre, mais globalement, le mécanisme est le même partout. À peu près partout, on a vu se mettre en place des systèmes de prêts aidés par l'État ou émis directement par les banques d'État en faveur des entreprises, à peu près dans les mêmes proportions. Après, toujours avec des nuances, mais globalement, tout ça est en place de la même manière. Et puis, à peu près partout, il y a une réflexion sur la manière dont on peut aider les entreprises à passer ce cap difficile en trésorerie avec des reports, voire des annulations de charges. Je pense à des charges fiscales et sociales, je pense aussi à toutes les charges liées, à toutes les charges locatives ou les charges d'eau et d'électricité. Les réflexions sont en place partout. Partout aujourd'hui, il y a au moins un consensus pour dire qu'on doit aider les entreprises sur des sujets de trésorerie immédiate. Et puis ensuite, il y a des nuances d'un pays à l'autre dans le périmètre des sociétés ou la taille des hôtels qui seront couverts ou pas par des mesures plutôt d'annulation des charges en question. Là, pour le coup, les réflexions sont toujours en cours et je ne sais pas si ça arrivera au même résultat partout. Bon, on verra bien. C'est vrai qu'on est beaucoup en tout cas, on est dans beaucoup d'inconnus. D'ailleurs, le déconfinement, notamment en France, ça reste encore, à l'heure où on parle, quelque chose qui n'est pas bien établi. Et donc, ça fait qu'on est obligé d'être un peu spéculatif sur quels vont être les scénarios de reprise ou comment on peut se projeter maintenant dans l'avenir. Toi, tu vois comment un peu ces éléments-là? Est-ce qu'on est parti pour une dépression comme en 29 ou pendant 5-6 ans, on va faire un cycle en déprimant? Ou est-ce que tu penses qu'on va réussir à trouver des couleurs assez vite? Évidemment, tout ça est contrasté. C'est quoi un peu à date ton Écoute, c'est une vaste question avec plusieurs étages. Alors, il y a 2 étages que je ne maîtrise absolument pas. C'est est-ce que après-demain, les économies mondiales et européennes, pour commencer, retrouveront des niveaux d'activité comparables à celles de 2019? Ou est-ce qu'on sera rentré dans un autre monde? Ça, je l'ignore absolument. C'est toutes les questions des risques de crise systémique, etc. C'est très, très loin de mon domaine de compétences. Après, il y a un deuxième sujet que je ne maîtrise pas tellement non plus, qui est la durée de la crise sanitaire et la manière dont petit à petit on va laisser les gens recommencer à voyager. Est-ce qu'on s'oriente vers un scénario en V avec un rebond très rapide, en L avec une remontée très lente? Est-ce qu'on aura des W avec des rephases de reconfinement, etc. Ça, je l'ignore.
Nous, on table sur une remontée lente et progressive des affaires, mais on apprendra, comme tout le monde, au fil de l'eau ce qui va se passer. Ensuite, il y a des choses que je maîtrise, ou en tout cas que j'espère comprendre à peu près, c'est le besoin des gens de voyager. Je suis certain qu'à l'issue de cette crise, il y a des comportements qui vont changer, qu'on va se poser la question du télétravail. On a découvert ces derniers temps que c'était un outil qui était puissant et qui avait une valeur. Qu'on va se reposer la question peut-être de la manière dont, de manière un peu frénétique, certains d'entre nous, et j'en faisais partie, traversaient la planète d'un sens à l'autre 4 fois par an dans un délire de consommation et de pollution. Mais il y a aussi des choses qui sont plus profondes. Je crois que le besoin de se rencontrer, le besoin de voyager, le besoin de partager, il ne va pas disparaître. Et ça va être fait différemment. Tu penses qu'en termes de volume, il ne va pas y avoir un changement de fond, enfin passer le moment de la phase de recovery où les choses vont revenir un peu à la normale, mais la façon dont on va vivre le service hôtelier, ou les motivations pour vivre le service hôtelier ou pour consommer ce service-là, va probablement évoluer un petit peu. Oui, enfin, tu vois, Vangelis, là, on s'est rendu compte qu'on pouvait, sans violer le confinement, se rencontrer et se parler directement. Ça, quand même, cette discussion, elle est quand même beaucoup plus vivante et beaucoup plus dense que celle qu'on aurait pu avoir derrière nos écrans. Je pense que les gens vont recommencer à voyager, probablement dans des périmètres plus restreints, probablement dans des cadres de plus de familles intimes ou de voyages professionnels. Je crains aussi que malheureusement nous ne soyons tous impactés financièrement par cette crise et que les voyageurs demain soient en recherche d'économie. Et pour moi, c'est une source d'espoir parce que du voyage dans des périmètres restreints, des voyages à l'intérieur de la France, des voyages avec une notion de recherche de meilleur rapport qualité-prix, c'est précisément ce à quoi BNB sert. Donc on se dit qu'on pourrait être aux avant-postes des hôteliers qui vont aider les gens à répondre à leurs besoins demain. On avait vu dans la crise de 93 que ça avait été un point de départ de la restructuration du marché avec des nouveaux concepts. Et c'est là où un peu émergé l'hôtellerie économique standardisée de chaîne, qui a permis de sortir de cette crise, en tout cas pour le secteur, et restructurer une partie de l'offre. On dit souvent que notre secteur est extrêmement résilient, et d'ailleurs plus on descend dans les catégories, plus on va dans les catégories économiques, plus il offre de la résilience dans le temps. Est-ce que tu penses que ça va faire exception, que là on vit une secousse qui est complètement inédite, ou est-ce qu'on va retrouver, toutes mesures égales par ailleurs avec les autres secteurs, mais un espèce de premium dans la résilience de notre secteur? Moi je le crois. Moi je crois qu'on répond à un besoin qui est un besoin essentiel. Voyager, c'est quelque chose de très naturel dans la nature d'un être humain. Et je crois que demain, les gens continueront à voyager, ils continueront à le faire grâce à nous. Ce que je crois aussi, c'est qu'on ne pourra plus leur offrir le même service. Et que demain, il va falloir qu'on apporte à nos clients une assurance extrême sur les sujets sanitaires. Un petit peu ce qu'a vécu le secteur aérien après le 11 septembre, où on s'est mis à faire toutes sortes de contrôles à tort et à travers dans les aéroports, qui ont permis de rassurer les voyageurs et qui d'ailleurs sont efficaces, puisque depuis ces années-là, on a eu très peu de drames terroristes dans le monde aérien. On va devoir faire ça, on va devoir rassurer et on va devoir le faire au niveau de la profession entière, évidemment. Oui, ce qu'on avait vu après le 11 septembre, il n'y avait plus d'avions qui volaient dans le ciel au niveau mondial. C'est sûr que si on reprend, on a très vite vu des volumes qui ont continué à grandir et être importants. Donc si on arrive à créer ce choc de confiance sur le sujet qui est un peu... Et cependant, pour reprendre cette analogie, on ne rentre plus aujourd'hui dans un avion qu'on rentre dans un moulin, ce qui était le cas avant 2001. On est contrôlé, on est checké, on est fouillé, on est plein de choses. Mais on a intégré ça, et puis le désir de voyager est tel que ça n'a pas empêché que le flux ne continue. Mais entre-temps, on a rendu ça aussi plus souple, parce qu'on a nos tickets d'avion sur nos téléphones, on a plus de fluidité, donc on peut imaginer aussi... en tout cas, cette crise-là va nous forcer... contre bon gré, de toute façon réinventer aussi un peu notre métier. Bien sûr, peut-être qu'à un moment, les gens auront sur eux un passeport sanitaire et une carte d'enregistrement d'hôtel, un check-in d'hôtel numérique qui passeront à une portique qui lira ces deux documents de manière instantanée. Dans un premier temps, j'ai peur qu'on passe par des contrôles de température, des contrôles de documents et des processus un peu longs. Mais ce sera nécessaire pour la sécurité de tous. Bon, souvent, on parlait qu'il fallait remettre du point de contact pour donner de la satisfaction client. Là, si on leur prend tous la température, c'est sûr qu'on va recréer un peu des liens.
Il y a un grand paradoxe. Ça fait 10 ans qu'on se dit tous avec conviction, parce qu'on sentait bien qu'il y a une très forte demande, que l'hôtel, c'est un lieu de sociabilisation, de contact, de rencontre. Pendant quelques temps, je pense que ça va être un lieu un peu plus distancié, où les contacts vont se faire, mais peut-être pas avec la même densité humaine qu'il y a quelques semaines. Sur ce sujet, enfin, souvent on voit tous les plans de relance, mettons-nous dans une échelle à moyen terme, on voit que tous les plans de relance sont quand même essentiellement orientés au niveau national. Donc l'idée c'est avant de refaire partir l'économie mondiale, si tant bien même elle repartirait un jour, mais je pense que ce sera le cas. Mais en tout cas, il faut déjà faire repartir les économies nationales qui ont été mises progressivement les unes après les autres à l'arrêt. Finalement, on voit qu'aujourd'hui, l'essentiel des gens qui voyagent en France, quelques cas particuliers, près sont quand même des Français qui voyagent sur le territoire français pour leurs besoins à faire. C'est aujourd'hui l'essentiel. 60% de l'offre hôtelière, c'est de l'hôtellerie économique partout en région. C'est un vrai moteur de l'irrigation économique de notre territoire. Est-ce que tu penses que ça va être le premier pan à repartir? Oui, bien sûr. Enfin, déjà, à un moment, on va se poser la question de savoir ce qu'on fait cet été pour ceux d'entre nous qui auront la chance de partir en vacances. À l'évidence, les voyages à l'autre bout du monde, ça paraît compromis. J'ai même quelques doutes sur le charter pour aller à Mykonos cet été. Je pense qu'on va devoir, pour des raisons sanitaires, voyager probablement en voiture, peut-être un peu en train, dans un cadre restreint, c'est-à-dire à l'échelle de la France. Et au fond, d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit une mauvaise nouvelle, parce que ça va contribuer à lancer l'économie française. Ça, c'est formidable. Je crois qu'il y a un moteur qui est le moteur de l'hôtellerie, du loisir, mais aussi, bien sûr, de l'hôtellerie et d'affaires, qui est un moteur très puissant et qui est avant tout, on le voit très bien chez B&B, un moteur domestique. 85% de nos clients en France sont français, en Allemagne sont allemands. On est un acteur international qui a fait une agrégation d'acteurs nationaux. Et ça, c'est très important. Et oui, il y a quelque chose de très puissant là. Ça va redémarrer et ça va porter nos économies. On est en train, nous, de commander un sondage. J'attends les résultats, mais j'ai ma petite idée pour demander à une population de Françaises qu'ils attendent, quels sont leurs espoirs pour cet été. Et est-ce qu'ils veulent voyager loin, pas loin? Est-ce qu'ils veulent voyager? Est-ce qu'ils vont voyager avec le même budget, avec un budget plus restreint? Et puis surtout, quels sont les endroits qui les feraient rêver en France? Et la bonne nouvelle, c'est que quels que soient les endroits, il y aura toujours un B&B de près de cet endroit. Et il y a des endroits merveilleux à découvrir en France. Je crois que ça va être l'année où on va pouvoir se reconcentrer sur notre beau pays et sur ses merveilles, dans un cadre plus restreint, mais avec bonheur. Non, alors, souvent on parle de consommer français, on se souvient des pulls marinières ou tout un tas de choses. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne produit pas en France, donc ça reste un exercice qui est encore un petit peu délicat, mais les gens ne savent pas réserver français non plus. Je sais que chez vous, vous avez historiquement une bonne, en tout cas un lien très fort avec vos clients qui savent passer par le canal direct, qui est une espèce de Saint Graal, de pierre philosophale de l'hôtelier. Est-ce que tu crois que cette crise-là pourra amener dans les changements de comportement qu'on anticipe une logique de réserver français ou un peu cet esprit-là? Il faut l'espérer. Maintenant, un consommateur, ça reste quelqu'un qui est en recherche de trois choses simples. Un rapport qualité-prix, de la simplicité dans l'offre, et puis bien sûr maintenant de la sécurité. Le rapport qualité-prix, il n'a pas changé. La simplicité dans l'offre, c'est à nous d'être très simple dans notre offre et aussi simple que ne le sont des intermédiaires dont on ne donne pas le nom à l'instant. Pour la sécurité, d'ailleurs, j'ai une petite remarque qui est que quand on réserve en direct chez B&B, on peut systématiquement faire son check-in à distance sur son téléphone portable. Et ça, ce n'est pas possible, notamment pour des raisons juridiques, quand on réserve par un tiers. D'accord. Donc ça, c'est bon, pour les clients, pour les voyageurs qui vont vouloir éviter d'avoir des contacts physiques à la réception des hôtels. Une bonne manière de le faire, c'est de réserver directement sur hotelbb.com et de réserver sur son téléphone portable. Et ensuite, on peut s'enregistrer, faire son check-in dans sa chambre directement. En tout cas, et rentrer dans la chambre sans clé, sans contact. Enfin, tu connais la litanie des services que nous proposons et qui permettent d'éviter, pour ceux qui le souhaitent, d'être confrontés à un guichet avec une file d'attente et que sais-je. Alors, je sais que vous avez pas mal retravaillé autour du concept écono-chic, côté peut-être
loisirs et business. Savoir que la frontière devient de plus en plus délicate. Hein. Forcément, on reste la même personne, hein, dans un contexte affaires ou dans un contexte loisir. Et aujourd'hui, c'est plus forcément week-end versus semaine. On a envie de boire une bière à 17h, peu importe, hein, le jour de la semaine, avec ses collègues ou pour se détendre. Tu parlais de cet été. Vous avez une vraie volonté d'aller raconter quelque chose auprès de la clientèle loisir au sein du réseau national ? Oui, parce qu'à la fin, nos clients qui voyagent chez nous pour raison d'affaires sont les mêmes qui reviennent le week-end ou pendant les vacances avec leur famille. Donc on parle toujours aux mêmes clients, que probablement, compte tenu du calendrier du confinement, la prochaine étape, ça va être la saison d'été. Puis après, bien sûr, il va falloir repartir au mois de septembre avec la clientèle d'affaires. Oui, bien sûr, on veut les accueillir, on veut les rassurer, on va leur montrer que le niveau de qualité sanitaire chez B&B est inégalé. Il l'a toujours été. Chez B&B, on nettoie les chambres et les salles de bain une fois par jour. On ne fait pas ça chez nous, évidemment. Enfin, habituellement, j'espère. Mais bien sûr, on va remonter la barre, on va mettre en place toutes sortes de contrôles sanitaires, toutes sortes de nettoyages supplémentaires, de distance, de mise à disposition de gel. Enfin, on a toute une série de procédures qui arrivent pour faire en sorte que nos hôtels soient les endroits les plus sûrs de la planète. De la même façon qu'on n'a plus vu de terroristes dans les avions, on ne verra plus de virus ou pas de virus dans les hôtels. Il n'y en avait jamais vraiment eu avant. Hein, mais... Il n'y en a pas eu dans les hôtels à ma connaissance, mais à l'évidence, il faut qu'on rassure les voyageurs. Il y a cette idée de dire là où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de contacts et donc beaucoup de risques. À nous de faire en sorte de démontrer que chez nous, le risque n'existe pas. C'est marrant parce que je voyais dans les déplacements en Chine, on voit que même dans l'hôtellerie économique chinoise, on a ces purificateurs d'air qui sont à l'intérieur des chambres. Au final, aujourd'hui, tout ça est un peu nouveau pour nous, mais c'est ça le génie humain, c'est de s'adapter à toutes les situations. Donc, il ne faut peut-être pas être si anxiogène par rapport aux adaptations qu'on va devoir faire ou aux virages qu'on va devoir prendre, puisque, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, les fondamentaux sont que les gens ont besoin de se déplacer, ont besoin de découvrir, ont besoin de contact humain. Ça se fera peut-être un peu différemment, mais si on s'adapte, il n'y a pas de raison que la demande disparaisse fondamentalement. Non, on va trouver des solutions comme toujours. On est habitué à ça en France. Par exemple, en France, on a des normes de qualité sanitaire dans l'hygiène alimentaire qui sont exceptionnelles. Et il va falloir qu'on développe la même chose sur la propreté des bâtiments, sur l'hygiène virologique. Mais on va trouver, on sait faire, on est culturellement en France très doué pour ça, pour mettre en place des process efficaces, pour les faire contrôler. Nous, on discute en ce moment avec des experts en virologie, on discute avec des sociétés de certification pour mettre en place des processus, les démontrer, pour que ce ne soit pas une promesse, mais une garantie. Mais on va trouver. Ok, écoute, merci beaucoup pour avoir partagé un peu ta vision en l'état. Tu reviendras nous parler au fur et à mesure que la crise avance. Et écoute, moi, j'invite tout le monde à voyager en France cet été parce qu'on a encore plein de choses à découvrir, que ce soit la gastronomie, que ce soit les paysages, et que ça va être probablement plus simple de le faire. C'est une vraie façon de soutenir notre secteur. Merci beaucoup Fabrice. Merci Vangelis. Et je ne te sors pas la main, mais je te souhaite une excellente journée. Merci.